Un PC portable équipé d'un Ryzen 5 ainsi que d'une carte graphique RTX de chez Nvidia, tout ça pour un bon prix, et ben c'est possible, Lenovo l'a fait avec son Lenovo IdeaPad Gaming 3. Vous savez, ici au studio, j'ai un PC plutôt joli et bien équipé, mais aussi bien monté. Mais ce PC est fixe, ce qui n'est pas vraiment idéal pour être déplacé, notamment quand je pars en vacances. Donc pour faire des montages ou même m'éclater en déplacement, eh ben c'est pas l'idéal. Mais surtout en 2022, ce genre de PC, eh ben c'est juste extrêmement cher. En 2020, quand je l'ai construit, ça allait encore, mais maintenant ça avoisine carrément plus de 1500 voire 2000 euros. Et donc, si le PC fixe c'est trop cher, pourquoi pas essayer une solution un petit peu alternative avec les PC portables. Donc là, aujourd'hui, on va essayer un PC qui est plus de 2 fois moins cher que ma configuration actuelle. Mais pour autant, vous allez le voir, elle n'est pas 2 fois moins intéressante. Déjà, au niveau du design, on retrouve ici un design assez léché. Une sorte de monobloc noir, pas trop travaillé, qui clairement ne fait pas gaming du tout. Et je trouve que c'est un super point positif, car ça lui donne un design assez classe et passe-partout. Par contre, quand on y regarde de plus près, les choses changent légèrement. Les plastiques ne sont pas faits du meilleur des plastiques, et même si ce dernier a l'avantage d'être mat, il prend rapidement les traces de doigts et de gras. Dommage pour un appareil qu'on va pas arrêter de tripoter. Sinon, pour un PC de 15,6 pouces, je trouve l'ensemble assez compact, même si un peu lourd. On est ici sur 2,25 kg, donc c'est pas le PC le plus léger, mais c'est pas non plus le plus lourd, attention. Mais bon, globalement, c'est quand même un PC qui est plus transportable que purement portable. Je vous déconseille d'utiliser ce genre d'ordinateur pour faire vos études, parce que transporter ça tous les jours dans votre sac à dos, c'est vraiment pas pratique. Et puis un PC de jeu pour ses études, c'est pas l'idéal non plus sur d'autres points, mais on verra ça après. Au niveau ergonomie, sachez déjà qu'on a de nombreux ports qui sont disponibles. On a un port jack, 2 ports USB 3.2, un port USB type C, un port HDMI 2.0, un port Ethernet et un port de recharge propriétaire. Pour les plus créatifs, on regrettera l'absence d'un port micro SD ou d'un port SD. Mais puis dans tous les cas, juste avec 2 ports USB standard, le mieux je pense que ce serait quand même de vous équiper d'un hub USB. Celui-ci coûte une vingtaine d'euros, il marche super bien. Donc voilà, je pense que c'est quand même ultra nécessaire de partir quand même sur un hub USB, malgré que là, on a quand même une belle sélection de ports. Le clavier est d'assez bonne facture, c'est un clavier chiclette, il a des touches légèrement incurvées et possède un bon retour de frappe. Il est également rétroéclairé, même si monochromatique, donc dans ce blanc avec un ton très bleuté, mais qui n'est pas forcément désagréable. Et puis, point positif sur ce clavier, c'est qu'on remarque qu'il dispose bien de 2 LED, une pour le verrouillage majuscule et une pour le verrouillage numérique. Malgré les bords fins de l'écran, Lenovo a placé une webcam en haut, webcam assez basique mais qui peut être mutée physiquement, et ça c'est une attention envers la protection de la vie privée qu'on apprécie toujours. Concernant l'écran, ici pas d'écran TN aux angles de vision merdiques, ni d'écran VA moins cher à produire. Non, ici Lenovo nous gâte avec un très bon écran IPS 120 Hz. L'écran est Full HD, ce qui pour du 15 pouces en gaming est largement suffisant, et il présente de bonnes couleurs et de bons angles de vision. L'écran est mat, ce qui est idéal pour éviter les reflets, mais au final encore heureux, car la luminosité est assez faible. En intérieur le soir, la luminosité à 100% apparaît comme normale, et donc dans des scénarios plus compliqués, de jour par exemple et en extérieur, l'écran est vite compliqué à lire, et je pense par exemple à une utilisation dans le train pour regarder un film, ça risque d'être assez handicapant avec cette luminosité assez faible. Mais surtout n'oublions pas, cet écran en plus d'être IPS est un écran 120 Hz, c'est juste fou pour le prix, ça permet d'avoir plus de fluidité dans les jeux, et 120 Hz c'est largement suffisant. Au niveau du son, les haut-parleurs sont placés sur le dessous de chaque côté, et globalement ils produisent un son qui est assez bon avec une bonne plage stéréo, on a une bonne séparation droite et gauche, mais c'est pas non plus un son qui va vous transporter, c'est largement suffisant pour regarder un petit épisode de série, un petit film ou une vidéo YouTube. Par contre, si vous voulez vraiment une meilleure expérience sonore, je vous encourage quand même à partir sur une enceinte Bluetooth
ou au moins sur un bon casque audio. Au niveau des spécifications techniques, ici clairement je trouve qu'on en a pour son argent, puisqu'au niveau du processeur, on retrouve un Ryzen 5 5600H, plus une puce graphique Vega 7 directement intégrée au processeur. Mais on retrouve aussi, bien évidemment, une carte graphique Nvidia RTX 3050 qui a un TDP de 75 watts. Les deux puces vont se relayer en fonction des tâches qu'elles ont à accomplir. Si on est sur un gros jeu ou de la modélisation assez lourde, eh bien ça sera la carte RTX de chez Nvidia. Par contre, pour de la navigation ou une utilisation beaucoup plus basique, on sera sur la Vega 7. Mais même cette Vega 7, elle est loin d'être ridicule. Et puis, l'avantage d'avoir ce côté un petit peu relais entre les deux puces graphiques, ça permet tout simplement d'économiser de la batterie, puisque vous imaginez bien qu'une RTX 3050 qui tourne en continu, même pour de la navigation web, ça doit consommer pas mal. Sinon, dans le PC, on retrouve également 8 Go de RAM avec un emplacement de libre, mais on a également 512 Go de stockage en SSD M2 NVMe, un stockage extrêmement rapide, avec là aussi un emplacement libre pour un SSD ou un disque dur plus classique. Et je tiens à dire tout de suite que tous les tests que vous allez voir maintenant ont été réalisés dans cette configuration-là. La configuration la plus basique, la sortie de boîte, avec donc 512 Go de SSD NVMe, ce qui ne pose pas de problème puisque c'est quand même assez de stockage avec un bon débit, et seulement également 8 Go de RAM, ce qui risque de poser un petit peu plus de problèmes. Mais dans tous les cas, je vous encourage dès maintenant à passer directement à 16 Go de RAM. C'est assez facile de retirer la plaque arrière et de changer tout ça, et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que évidemment, généralement, quand on part sur ce genre de PC, c'est pas tant pour regarder des films, des séries ou faire un petit peu de navigation web, c'est bien pour jouer. Et donc, dans cette utilisation, je vous ai testé différents jeux. Alors, des FPS, je sais, parce que majoritairement, je joue à ce genre de jeu, mais ça va vous permettre de voir les forces, les faiblesses, et que globalement, cette machine tourne plutôt pas mal. Et pour commencer, au niveau des jeux, un grand classique avec Counter-Strike Global Offensive, qui tourne ici en élevé, entre 100 et 130 FPS en Full HD. On a également Overwatch qui tourne à environ 75 FPS en Ultra et Full HD. Et pour le fun, j'ai aussi voulu tenter Battlefield 2042, mais qui pour le coup tourne à 45 FPS en faible et avec le DLSS activé. Et si on veut vraiment voir les limites de ce PC, eh bien je l'ai branché directement à mon écran externe, un écran qui flirte entre la 2K et la 4K, un écran 3440 par 1440 en 21 neuvième. Et là, c'est une autre paire de manches. Puisque maintenant, Overwatch a du mal à tenir les 60 FPS en ultra, mais c'est surtout Battlefield 2042 qui, même en faible, a du mal à atteindre les 25 FPS. Mais en parallèle, soyons honnêtes, pour les jeux les plus légers, comme par exemple sur Fall Guys, pas de problème particulier. D'ailleurs, encore une fois, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je tiens encore à vous représenter cette manette, la GameSeer T4 Mini. Une manette qui est vraiment incroyable sur pas mal de points. Déjà, j'adore son design assez léger avec ce mode RGB et puis la coque un peu blanche transparente. Je la trouve vraiment jolie. C'est une manette que j'utilise maintenant dans bon nombre de jeux vidéo et qui m'accompagne au quotidien. Elle est super compacte, elle rentre bien dans un sac et elle m'accompagne autant pour jouer sur Android, sur mon Chromebook ou encore sur PC ou sur ma Switch, car comme je vous l'ai déjà dit, cette manette possède un gyroscope, donc on peut vraiment s'en servir dans plein de situations. Et je vous le dis, pour 35 €, cette manette est vraiment imbattable. Donc si elle vous intéresse, je vous mets le lien d'achat en description. Mais au niveau des performances, je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit que ça serait aussi intéressant de tester la performance brute de ce PC dans une condition un petit peu plus extrême, donc pourquoi pas essayer directement de la réalité virtuelle. Et je peux vous dire que je suis assez surpris, l'exécution est très loin d'être mauvaise, on a quelques moments vraiment extrêmement fluides. Alors bien sûr, vous n'aurez pas de miracle sur Half-Life Alyx, il faudra vraiment mettre quasiment tout en très low, mais pour des jeux moins ambitieux, pas de problème. Tout tourne très bien, donc oui, effectivement, si vous voulez faire un peu de réalité virtuelle un peu basique avec ce PC portable, il n'y aura pas de problème. Dans tous les cas, au niveau de cette section jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les performances sont un petit peu justes par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre avec un tel processeur ou une telle carte graphique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de leur faute, puisque les deux marchent vraiment extrêmement bien, et comme on peut le voir, même branché sur un écran quasiment à de la 4K, ça galère pas tant que ça. En fait, le vrai problème, c'est la RAM. Je vous en parlais déjà un petit peu en introduction, mais ici dans ce PC, de base, on en a que 8, et déjà 8, c'est très limité, mais dans ce PC, on a aussi, et je vous en parlais tout à l'heure, une puce AMD, une petite puce graphique. Et cette petite puce graphique, pour fonctionner,
elle vient shipper 2 Go de RAM pour tourner. Et ben, si on ship 2 Go de RAM, ça fait qu'il ne reste plus que 6 Go de RAM pour faire fonctionner l'ensemble. Et 6 Go de RAM en 2022 pour faire tourner des gros jeux, c'est plus que limite. Et on s'en rend bien compte. En fait, le gros problème ici, c'est donc la RAM. Je ne peux donc que vous encourager à rapidement passer sur 16 Go de RAM. Et si vous voulez voir les performances de ce genre de PC avec le même processeur et la même carte graphique sur 16 Go de RAM, et ben je vous mets 2 ou 3 vidéos en description, vous allez voir, ce PC envoie quand même du bois. Aussi en performance autre que les jeux vidéo, j'ai aussi voulu tester sur ce PC un petit peu de montage vidéo. Là aussi, on est limité par la RAM à 8 Go, mais globalement, ça reste quand même assez exploitable. Le montage en Full HD ne posera aucun problème à la machine, même sur une longue timeline avec des effets. Par contre, pour la 4K, c'est déjà beaucoup plus touchy et il faudra passer par la case optimisation des fichiers. Et après, question rendu et export d'un projet en 4K, entre mon 5600X et ce 5600H, on voit bien une différence notable. Mais l'IdeaPad Gaming 3 est loin d'être ridicule, c'est parfaitement utilisable. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'IdeaPad Gaming de chez Lenovo et ça peut vous étonner puisque toute la gamme gaming de chez Lenovo, généralement, elle s'appelle Légion. Et en fait, il y a 2 gammes de gaming chez Lenovo, une gamme un petit peu entrée de gamme et une gamme vraiment affirmée jeux vidéo avec la gamme Légion. Ici, la gamme des IdeaPad Gaming est vraiment la gamme entrée de gamme et généralement sur de l'entrée de gamme, on paye ça un petit peu sur la qualité des plastiques, et on l'a vu, la qualité elle est ok, mais elle chope pas mal les traces de doigts. Mais surtout, généralement, ça se ressent au niveau de la gestion thermique et du refroidissement. Et ici, l'IdeaPad Gaming 3 possède 4 voies d'aération. On en a une par côté, on a cette grande grille en dessous, et on a la jonction entre le clavier et l'écran qui permet également de faire circuler un petit peu d'air. Et je vous le dis là aussi tout de suite, je suis assez impressionné par la gestion de la ventilation. En utilisation bureautique, on ne l'entend pas du tout, surtout s'il est installé à la verticale, et en jeu, c'est totalement supportable. Le ventilateur souffle, c'est normal, le PC chauffe, mais tout le reste est fluide et c'est pas désagréable. Mes anciens PC portables étaient de vrais avions de chasse au niveau bruit, et c'est pas le cas ici. Et si vous voulez utiliser ce PC portable, même à plat sur une surface, essayez quand même de mettre quelque chose pour surélever légèrement l'ordinateur, pour faciliter le flux d'air en dessous de l'ordinateur. Ça vous permettra là aussi d'améliorer un petit peu les performances. Sinon, petit point logiciel, ce PC portable, et tout comme maintenant ma tour principale, tourne sous Windows 11 nativement. Et globalement, c'est un logiciel que j'apprécie plutôt pas mal. Il y a pas mal de refontes un peu graphiques à droite et à gauche, donc il faut prendre le temps de s'y repérer. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un bon OS Windows 11. J'ai pas de problème. Et sur cette IdeaPad Gaming 3, ça tourne super bien. Et enfin, pour terminer, au niveau de l'autonomie et de la recharge, c'est souvent le point négatif sur les PC de jeu. L'autonomie, puisque généralement l'autonomie est un peu désastreuse. Mais sur cette IdeaPad Gaming 3, et ben c'est encore pire. Le Lenovo promet 5 heures, perso j'obtiens max 3 heures, voire surtout 2 heures en utilisation normale, juste un petit peu de bureautique et de navigation web, c'est vraiment pas beaucoup. En plus le chargeur est quand même pas mal volumineux, il est assez lourd, et c'est dommage, ce PC ne supporte pas la recharge en USB-C. Là encore, c'est de la réduction de coûts sur des PC entrée de gamme. Bon, mon avis final et ma conclusion sur ce PC IdeaPad Gaming 3 de chez Lenovo, avec donc un processeur Ryzen 5 5600H et sa RTX 3050, globalement, c'est vraiment un super bon PC. Je vois pas vraiment de points négatifs, tout dépend au prix auquel vous allez l'acheter. Moi personnellement, je l'ai eu à environ 650 €, ce qui est un excellent prix. Et j'ai pu l'avoir notamment lors du Black Friday. Sinon, à 1000 €, c'est déjà un petit peu plus compliqué à justifier. Mais si vous arrivez à trouver un bon prix, le PC est quasiment sans défaut. Je vous l'ai dit, la seule chose qu'il faudra faire, c'est vraiment dégager cette RAM et l'augmenter à 16 Go. Ça posera pas vraiment de problème, c'est super simple à faire. Je vous mets aussi des vidéos explicatives en description si ça vous intéresse. Et à part si vous cherchez un PC avec beaucoup d'autonomie, je ne peux que vous conseiller cet IdeaPad Gaming 3.
Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a été utile, qu'elle vous a permis de voir un petit peu les points positifs et les points négatifs d'un PC portable assez bien équipé, mais qui reste quand même sur un segment tarifaire entrée de gamme. N'oubliez pas, je vous mets les liens d'achat et les conseils en description. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!